Vous savez, je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous pensez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Peut-on voir dans le futur? En Ohio, un homme rêve d'un horrible écrasement d'avion avant qu'il ne survienne. Les cauchemars peuvent-ils devenir réalité? Rien n'est impossible. Dans l'État de Washington, l'intuition d'un enfant sauve son père d'une éruption volcanique meurtrière. Si on était resté, on serait mort à l'heure qu'il est. Ressentons inconsciemment les catastrophes naturelles imminentes. Et en Californie, un homme prédit l'ouragan Katrina avec une étonnante précision. J'aurais pu les sauver du désastre. Est-il le Nostradamus des temps modernes? Oui, on vit dans un drôle de monde et j'adore ça. Les rêves. Qui n'en fait pas? Et je ne parle pas de nos espoirs et de nos ambitions, mais des formidables aventures qui surviennent chaque nuit dans notre sommeil, lorsque notre inconscient nous emmène là où tout est possible. Mais que sont les rêves au juste? Sont-ils le reflet de notre âme? Et si c'est le cas, que doit-on en conclure? Et plus important encore, devrait-on les écouter? Certains sont si intenses qu'ils se confondent avec la réalité, du moins jusqu'à notre réveil. Imaginez qu'au petit matin, vous réalisez qu'un de vos rêves est devenu réalité et a causé la mort de 273 personnes. En 1979, à Cincinnati, en Ohio, David Booth est directeur d'une entreprise de location de voitures à l'aéroport de Cincinnati. Un homme on ne peut plus discret, selon son meilleur ami Wayne Green. Dave était très réservé. Il ne sortait pas beaucoup. Il était plutôt solitaire. Mais le 15 mai de cette année-là, la vie de David s'assombrit soudainement, alors qu'il fait un troublant cauchemar. Il a rêvé qu'un avion décollait, qu'il perdait un moteur et que tous les passagers mouraient dans l'explosion, suivant l'écrasement. Son rêve est sinistrement réaliste. Il était bouleversé. La nuit suivante, il a fait le même rêve. C'était pour le moins inquiétant. Les détails de la tragédie restent gravés dans la mémoire de David. Un avion d'American Airlines argenté, avec un moteur sur l'aileron central arrière, s'envole d'un important aéroport. Puis, la tragédie frappe. L'appareil se renverse et pique droit vers le sol. Il frôle un immeuble avant de s'écraser en plein champ. Imaginez rêver sans arrêt à la même catastrophe. La première nuit, on se dit que c'est un simple cauchemar. Mais la deuxième, on se pose des questions. Comme il fait le même cauchemar nuit après nuit, David commence à craindre le pire. Et si ces visions étaient plus que de simples terreurs nocturnes? Il a cru que c'était une sorte de prémonition, puisqu'il faisait le même rêve à répétition, que ce n'était pas un hasard et qu'il devait faire quelque chose. David décide de prévenir les autorités. Il communique avec Jack Barker, agent de relations publiques de la Federal Aviation Administration.
David Booth m'a paru tout à fait sain d'esprit. Il n'était pas fou, contrairement à d'autres. Il était préoccupé par son rêve, mais tout de même calme. C'est la première personne, en fait, la seule, avec qui j'ai jamais parlé d'un accident avant même qu'il survienne. David est heureux d'avoir quelqu'un à qui s'adresser, mais son soulagement est de courte durée. C'était sympathique de lui parler, mais il n'avait rien de concret à nous fournir. Aucun nom de ville, ni numéro de vol, rien permettant de prévoir un accident, sinon une description de l'écrasement. Rien ne justifie une intervention de la FAA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le rêve de David devient récurrent. Chaque nuit, ses visions sont plus claires que la veille. Le 25 mai 1979, David n'en peut plus. Les rêves ont continué. Alors il a cru qu'il fallait faire quelque chose. Il a rappelé la FAA. Il était désemparé. Il ne savait pas quoi faire, mais moi non plus. Il aurait fallu clouer au sol tous les avions d'American Airlines. Allait-on paralyser tous les vols à cause d'un rêve? Certainement pas. À peine quelques heures plus tard, à l'aéroport international Chicago O'Hare, le rêve de David devient la triste réalité. Exactement comme dans son rêve. Le vol 191 s'est soudainement écrasé. Un des moteurs est tombé. Ce fut le pire accident aérien de la compagnie. 273 personnes trouvent la mort dans l'écrasement. David Booth est sous le choc. Son rêve a fini par se concrétiser. Dave n'a pas tardé à le savoir, car l'accident a fait les manchettes à la télévision comme à la radio. À la FAA, Jack Barker apprend la terrible nouvelle. Après l'écrasement, ma secrétaire a tout de suite fait le lien avec cet homme de Cincinnati qui avait appelé en disant avoir pressenti l'accident. Il avait tout vu en détail. Un DC-10 argenté d'American Airlines avec un moteur sur l'aileron central arrière qui s'écrasait après le décollage. Dans son rêve, l'avion s'écrasait comme ceci, dans un champ, après avoir frôlé un immeuble. Et c'est ce qui s'est passé. Selon Jack Barker, la prémonition de David Booth est la seule jamais déclarée à la FAA concernant un futur accident. J'ai eu à composer avec toutes sortes d'incidents, d'accidents et de détournements dans ma carrière. Mais jamais rien d'aussi mystérieux que le rêve prémonitoire de David Booth. Cette tragédie entra David Booth jusqu'à la fin de ses jours, en 2011. Dave ne m'en a jamais vraiment reparlé après l'écrasement. Mais il sentait qu'il aurait pu sauver des vies s'il avait connu le lieu de l'accident. Voilà une terrible tragédie. Pas seulement pour les victimes, mais aussi pour Jack Barker et surtout David Booth, qui, de toute évidence, avait vu dans ses rêves, non pas une, mais plusieurs fois, les détails exacts de cet écrasement des semaines avant même qu'il ne survienne. Voilà indéniablement une authentique prémonition. David Booth a vu dans le futur. Mais comment au juste? David Booth a-t-il prédit la pire tragédie aérienne de l'histoire des États-Unis? Peut-on voir l'avenir en rêve? Le physicien Larry Dossey étudie ce phénomène depuis plus de 30 ans. Il est persuadé que la vision de David était bien réelle. Il a vu juste sur plusieurs points. Il a décrit un avion argenté, il a identifié le transporteur et reconnu le type d'appareil. Il savait que l'avion s'écraserait peu après le décollage, sur le côté, ce qui s'est produit, dans un champ, ce qui a aussi été le cas. Larry est persuadé que les rêves prémonitoires sont courants. Il les attribue à un ancien mécanisme biologique propre aux humains. Les spécialistes qui étudient sérieusement les prémonitions s'entendent pour dire que cette capacité est apparue très tôt dans l'évolution de l'être humain. Nos ancêtres savaient reconnaître la présence de lions dans les buissons pour faire en sorte de les éviter
et de rester en vie pour se reproduire. On croit que ce mécanisme de survie se serait transmis au fil de l'évolution en raison de son importance pour la survie de l'espèce. Selon lui, ce n'est pas un hasard si David a eu cette prémonition dans son sommeil. Les prémonitions les plus troublantes ont lieu dans les rêves. S'il avait été conscient, il aurait tenté de rationaliser sa vision. Il se serait demandé si c'était possible, s'il avait halluciné. Mais dans notre sommeil, on n'émet pas ce genre de réserve. Si les prémonitions existent, pourquoi n'en parle-t-on pas plus souvent? On ignore dans quelle mesure les rêves prémonitoires surviennent, car les gens hésitent à les rapporter. David Booth n'est sans doute pas le seul à avoir présagé l'écrasement de cet avion. David Booth a-t-il mis à profit une capacité méconnue héritée de nos ancêtres pour prédire l'écrasement du vol 191, ou l'explication est-elle plus troublante encore? Rien n'est impossible. Un homme voit une catastrophe aérienne dans ses rêves avant qu'elle ne survienne. A-t-il prédit l'avenir? Richard Syrett est l'animateur du Conspiracy Show. Je n'écarte pas la possibilité que certaines personnes aient des capacités prémonitoires ou extrasensorielles. Mais je ne crois malheureusement pas que ce soit le cas de David Booth. Il croit que David Booth était au courant de l'accident, mais que son rêve n'y est pour rien. David serait plutôt mêlé à un complot meurtrier de la CIA. David Booth a été l'instrument d'une opération secrète dans le cadre d'un programme de contre-espionnage que mènent conjointement le FBI et la CIA depuis au moins 50, sinon 70 ans. La CIA aurait voulu faire passer David Booth pour un voyant aux yeux du public. Les programmes de contre-espionnage se servent d'hommes de paille, des personnes capables d'attirer l'attention du public. Pourquoi? Pour détourner l'attention de ce qui se passe vraiment. Richard Syrett croit que la CIA a saboté le vol 191 pour tuer un de ses passagers. C'est un excellent moyen de se débarrasser de quelqu'un tout en agissant sous le couvert de la tragédie aérienne. Qui soupçonnerait la CIA ou un groupe de contre-espionnage de tuer d'innocentes victimes pour se débarrasser d'un seul passager? Je m'intéresse aux conspirations depuis près d'une vingtaine d'années et j'ai appris que rien n'est impossible. On ne saura peut-être jamais la vérité à propos de David Booth et du vol 191. Certains appellent cela une conspiration et d'autres une manœuvre de contre-espionnage. C'est le modus operandi des organismes de renseignement. Les rêves de David Booth n'étaient-ils qu'une couverture? Le spécialiste de l'aviation David Parker Brown est d'avis que les prédictions de David Booth n'ont rien de mystérieux et que n'importe qui aurait pu en faire autant. Rêver d'une tragédie aérienne n'a absolument rien d'exceptionnel. Peu de gens étalent leurs rêves sur la place publique. Mais il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre, un de ces rêves concorde avec la réalité d'un transporteur aérien. Selon David Parker Brown, les éléments tirés du rêve de David étaient couramment observés dans les accidents d'avion de l'époque. Au moment de l'écrasement, en 1979, un peu plus de la moitié des avions de ligne américains avaient un troisième moteur sur l'aileron central arrière. Au cours des années 1970, les DC-10 n'avaient pas très bonne réputation, car 11 d'entre eux ont été impliqués dans des accidents. Mais David Booth avait aussi annoncé la couleur de l'appareil et le moment de l'écrasement. Comment? En 1979, les appareils de plusieurs compagnies étaient argentés. American Airlines a adopté cette couleur dès les années 1930. Le décollage est l'étape la plus risquée d'un vol. Alors il n'est pas étonnant de rêver à un écrasement d'avion au décollage. Si l'accident décrit par David avait tout d'un écrasement typique, sa prédiction n'était-elle qu'une simple coïncidence? Peut-être. À une chose près. L'appareil a décollé et s'est retourné avant de s'écraser dans un champ. Les avions s'écrasent rarement dans cette position. Pour David Booth, cette précision à elle seule méritait qu'on s'attarde à son rêve. C'est aussi la raison pour laquelle on en parle encore aujourd'hui. Le rêve de David Booth n'était-il qu'un rêve? A-t-il participé à un obscur programme secret de la CIA?
Ou a-t-il réellement prédit l'avenir? Bizarre ou quoi? Vous avez déjà eu l'estomac noué? Moi oui, mais je ne parle pas de mes troubles digestifs. Je faisais plutôt allusion au sentiment viscéral que quelque chose ne tourne pas rond. Ces pressentiments sont parfois on ne peut plus anodins. Mais ils sont parfois si puissants qu'on ne peut pas s'empêcher d'en faire une montagne. Pardon. Le 17 mai 1980, dans la chaîne des Cascades de l'État de Washington, l'aspirant photographe Steve Terrell se voit confier son premier mandat. Croquer sur le vif l'activité sismique du mont St. Helens. L'éditeur de Steve veut des photos spectaculaires. Il m'a envoyé couvrir le mont St. Helens. Je n'y comprenais rien, mais il m'a expliqué que la montagne renflait d'1 mètre par jour et entrerait en éruption d'une minute à l'autre. Mais après 6 fins de semaine infructueuses au pied de la montagne, Steve commence à perdre espoir. Je dois admettre que je n'en pouvais plus. J'en avais marre d'observer cette montagne. Alors cette fois serait la dernière. Il décide de passer ce dernier voyage à la montagne en compagnie de son fils de 7 ans. Je l'avais accompagné plus d'une fois. Il espérait qu'il se passe quelque chose. On peut dire qu'il en a eu pour son argent. Ils se rendent au lac Spirit, à 5 km du versant nord de la montagne, bien en deçà de la zone de danger. La région a été bouclée par les autorités, mais Steve trouve un moyen de contourner les routes barrées. Il avait rencontré un bûcheron du coin. Il avait passé des jours à faire la route avec lui, si bien qu'il savait comment contourner les routes bloquées. Une fois sur place, la vue est à couper le souffle. C'était absolument magnifique. Je sentais que le lever du soleil serait spectaculaire. Mais en établissant le campement, Steve remarque que son fils ne se sent pas bien. Il ne l'a jamais vu aussi mal en point. Je me sentais vraiment très mal. C'était viscéral. J'avais un très mauvais pressentiment. Le pire que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai demandé à mon père de partir. Je ne voulais pas rester là. Je détestais cet endroit, comme s'il était maléfique. Il m'a dit qu'il ne voulait pas rester là, qu'il détestait cet endroit. J'ai piqué une crise et je me suis mis à pleurer. Incapable de calmer son fils, Steve n'a d'autre choix que de déménager le campement. Il était furieux. Il a démonté la tente en jurant comme un charretier, mais on est parti. Il s'installe plutôt au lac Yale, de l'autre côté du volcan. Une fois arrivé au lac Yale, je me suis calmé, même si j'étais angoissé à l'idée d'avoir embêté mon père. Tôt le lendemain matin, Steve prépare son matériel de photo. Tout à coup, il entend un terrible grondement. Le mont St. Helens entre en éruption, provoquant une explosion 1500 fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima. Il crache un énorme panache de cendres brûlantes à 20 km de haut. J'ai à peine tourné le dos que le volcan est entré en éruption. Je me suis mis à hurler à mon fils de se lever, que le mont St. Helens était en éruption. C'était phénoménal. On aurait dit que la montagne se reflétait en plein ciel. Steve ne perd pas une minute. Il saisit son appareil et commence à prendre des photos. Il immortalise un moment historique, mais il ne peut s'empêcher de penser à la vue qu'il aurait eue depuis le lac Spirit et ne manque pas de le rappeler à son fils. Dire qu'on aurait pu être au lac Spirit, tu m'as fait perdre les clichés de ma vie. Si seulement j'avais su.
Je m'en souviendrai longtemps. Il n'arrêtait pas de blasphémer. Il était très en colère. J'arrive pas à croire qu'on soit parti. Steve décide d'y retourner pour photographier l'éruption sous un autre angle. Mais il apprend en route une nouvelle dévastatrice. Spirit Lake has been completely decimated following the massive eruption of Mount St. Helens. En allumant la radio, j'ai appris que le lac avait été complètement dévasté. Spirit Lake is gone. La région où Steve et son fils devaient camper est complètement ensevelie par le plus important glissement de terrain jamais enregistré. Le lac a été enseveli sous une dizaine de mètres de boue et de cendres. J'étais sous le choc. Steve réalise que, n'eût été de son fils, qui a insisté pour partir, tous deux seraient morts, comme les 57 personnes qui ont péri dans l'éruption. Je me suis tourné vers mon fils pour lui demander comment il avait su. Si on était resté, on serait mort à l'heure qu'il est. Mon père m'a serré dans ses bras plus fort que jamais, en me disant que le lac Spirit avait été enseveli, qu'on serait mort. Steve, fils, ne s'explique toujours pas comment il a senti le danger. C'était plus fort que moi. J'ignore ce que c'était. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi fort. Je ne m'explique toujours pas ce qui est arrivé. La peur viscérale de Steve, fils, était-elle une prémonition? Ou le simple fruit du hasard? La voyante et guide de plein air Laura Eisenhower croit que la chance n'y est pour rien. Elle est persuadée que Steve, fils, a eu une réaction extraordinaire ce jour-là. Steve, fils, a communiqué avec la nature, un peu comme les animaux. Il avait l'habitude d'aller à la montagne et en ressentait l'énergie. C'est pourquoi il a pressenti l'éruption. Est-ce possible? Steve, fils, a-t-il senti le danger grâce à une espèce de sixième sens animal? Les animaux sentent naturellement les dangers imminents et fuient vers les hauteurs. Très peu d'entre eux meurent généralement en comparaison des humains. Les animaux savent quoi faire. Steve, fils, connaissait bien la montagne et il a perçu le changement énergétique dans son environnement. Comment un enfant a-t-il pu exploiter cette capacité animale? C'est simple. Comme l'explique Laura, il suffit d'être à l'écoute de la nature. La nature essaie de nous protéger, mais encore faut-il l'écouter. Elle tente de nous guider et il suffit d'être attentif pour connaître la bonne voie. Mais d'où nous vient cette étonnante capacité? La réponse pourrait se trouver à même notre ADN. On a tous cette capacité, c'est dans notre ADN. La nature communique sans arrêt avec nous, car nous sommes tous les enfants de la Terre. Recevoir les signaux qu'elle nous envoie est aussi naturel que ressentir la faim. Il ne faut pas oublier qu'on ne fait qu'un avec le monde naturel, même si on habite dans des villes. J'ai moi-même participé à des expéditions de formation en nature, où j'étais en symbiose avec mon environnement. J'y ai appris où camper et ne pas camper, et comment lire le comportement animal pour être en sécurité. Dans ce cas, pourquoi les histoires comme celle de Steve, fils, ne sont-elles pas plus courantes? On a perdu le contact avec la nature. On vit de plus en plus comme des humains et on s'éloigne de notre nature. Les villes ne sont pas compatibles avec la nature. La nature tente de nous rappeler qu'elle est notre mère à tous et qu'on lui doit un certain respect. J'adore la nature, pas vous? Mais peut-elle vraiment communiquer avec nous? Aïe! Fais un peu attention! Désolé. J'adore mes arbres. Je les soigne et je les respecte. On meurt de soif, on est tous à l'article de la mort. Arrête un peu. Je leur donne de l'amour et de l'affection. Oh, tes sales pattes, espèce de pervers! C'est bientôt fini. Ça y est, j'ai la nausée. Désolé. Steve, fils, a-t-il exploité un sens animal oublié? La nature l'a-t-elle prévenu que le mont St. Helens entrerait en éruption? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle? Je ne crois pas que le volcan ait lancé un avertissement à Steve, fils. Un garçon de 7 ans est envahi par un mauvais pressentiment près du mont St. Helens, juste à temps pour échapper avec son père à une éruption volcanique meurtrière.
Les prémonitions existent-elles? Selon le psychologue Michael Burstein, Steve Fish ignorait l'imminence de l'éruption. On ne peut malheureusement pas prédire l'avenir. Ce serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Il croit aussi qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, mais que cela n'a rien à voir avec de prétendues capacités extrasensorielles. Le pressentiment de Steve Terrill à propos du site de camping ne prouve en rien qu'il ait prédit l'avenir. Ça montre seulement qu'il était très anxieux. Quelque chose sur ce site l'a effrayé. Mais il n'y a pas de quoi en conclure qu'il a prédit l'éruption. Pour Michael Burstein, la clé du mystère tient au pressentiment de Steve Fish. Les pressentiments existent, mais ils n'ont rien de surnaturel. Ce sont des réactions physiologiques qui se manifestent après avoir perçu une menace. Le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent et la circulation sanguine diminue dans l'estomac pour se concentrer dans les organes vitaux, d'où la sensation de nausée. C'est tout simplement le corps qui se prépare à faire face à un éventuel danger, et rien d'autre. Le pressentiment de Steve Fish n'était-il qu'une réaction physiologique au danger? Qu'est-ce qui a bien pu l'effrayer? Quelque chose a dû l'effrayer sur place. Les enfants sont très instables et réagissent très facilement. Il a peut-être eu peur d'une araignée ou d'une pierre. Son angoisse n'était pas liée à l'éruption prochaine du volcan, mais plutôt à un événement qui s'est produit sur le site même. Steve Fish a-t-il vu quelque chose dans les bois? Un traumatisme d'enfance est-il revenu le hanter? Peut-être. Pourquoi alors Steve Fish et tant d'autres sont-ils persuadés qu'il a pressenti l'éruption volcanique? Les gens ont tendance à chercher des explications surnaturelles, car cela leur apporte un sentiment de réconfort. Ça les rassure de penser que quelque chose de plus grand qu'eux existe dans ce monde. Le pressentiment de Steve Fish n'était-il qu'un coup de chance? La préscience n'est-elle qu'un produit de notre imagination? L'hypnothérapeute clinicien Paul Orand croit que l'explication se trouve dans la réincarnation. Qu'on l'admette ou non, nous sommes tous des êtres réincarnés. La réincarnation est un processus par lequel l'esprit habite différents corps. Notre expérience des vies passées influe sur nos décisions, sur la vie qu'on mène et sur les émotions qu'on ressent. Paul Orand croit que Steve Fish a senti l'éruption longtemps, très longtemps avant qu'elle ne survienne. Steve Fish est mort dans une éruption volcanique dans une vie antérieure et il s'est réincarné avec la ferme intention de faire les choses différemment cette fois, en survivant mais aussi en sauvant son père. Il est peut-être mort dans l'éruption de Pompéi et s'est réincarné dans le but d'éviter ce genre de tragédie et de vivre différemment cette fois, que ce soit en aidant quelqu'un qu'il n'a pas pu aider ou en faisant en sorte d'éviter cette catastrophe. Fort de son expérience dans une vie antérieure, Steve Fish était déterminé à ne pas répéter la même erreur. Il a écouté son intuition. Il n'a pas laissé la raison ou la remise en question de son père prendre le dessus. Il s'est fié à son instinct et s'est exprimé pour faire en sorte de s'en tirer indemne. Steve Fish est-il un esprit réincarné? Jusqu'à environ 7 ans, les enfants ont une excellente mémoire de leur vie antérieure. Les enfants sont plus en contact avec leur côté spirituel, car ils n'ont pas encore complètement délaissé leur intuition au profit de la raison. Peut-on apprendre de ces vies antérieures? Dame Nature peut-elle nous prévenir du danger? Quelle que soit la vérité, tout ça est décidément bizarre ou quoi? Un homme prédit l'ouragan Katrina, l'attentat du 11 septembre et la désintégration de la navette Columbia. Est-il le Nostradamus des temps modernes? J'aurais pu les sauver du désastre. Vous savez, j'adore l'astrologie. Je vais vous expliquer rapidement, alors soyez bien attentifs. Je suis du Bélier, le premier signe du zodiaque qui couvre du 1er au 29e degré de la longitude céleste. Le Soleil entre en Bélier à l'équinoxe du printemps
le 21 mars de chaque année. Vous me suivez toujours? On dit des béliers qu'ils sont créatifs, compétitifs, impulsifs, intrépides, arrogants et très spontanés. Fais-moi tout cracher. Et voici mon horoscope d'aujourd'hui. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais les événements les plus inattendus pourraient s'avérer les plus significatifs. Incroyable, non? Mais d'où viennent ces prédictions? Et devrait-on en tenir compte? À mon avis, je crois que oui. Nous voilà en France en 1965 à Port-Saint-Esprit, le village natal de Louis Toury, et le théâtre d'un étrange incident qui sera déterminant pour le reste de sa vie. À 15 ans, Louis vit avec sa grand-mère, Rachel Di Rollo. En pleine nuit, il est réveillé par un bruit inhabituel. Il surprend sa grand-mère qui se faufile à l'extérieur et disparaît dans la profondeur de la nuit. J'ai tout de suite voulu en savoir plus. Louis suit sa grand-mère. Dans une clairière, il trouve la vieille dame observant les astres avec un sextant. C'était absolument fascinant. Louis sort de sa cachette. Alors sa grand-mère lui révèle son secret. Elle m'a dit que les étoiles n'étaient pas que des pierres mortes suspendues dans le ciel pour le plaisir de nos yeux. Elle m'a appris à lire dans les feuilles de thé et les cartes de tarot. Elle m'a initié à l'astrologie. C'est ainsi que tout a commencé. Sa grand-mère initie Louis au mystérieux monde de l'astrologie. En grandissant, je me suis intéressé aux étoiles sous différents angles. J'ai compris qu'elles avaient une âme et que leur âme influait sur la psyché des humains. Louis découvre un livre inspiré, écrit au XVIe siècle par un sage français, Michel de Notre-Dame, mieux connu sous le nom de Nostradamus. Comme lui, je suis né en Provence, en France, sous les mêmes étoiles. Il a prédit la mort d'un roi de France dans un accident, la montée d'Hitler et d'autres événements historiques majeurs. J'ai lu attentivement tous les travaux de Nostradamus. J'ai littéralement tapissé mes murs de symboles astrologiques. Louis est fasciné par l'approche unique de Nostradamus, l'astrologie divine ou astropsychologie, qui combine astrologie traditionnelle et perception extrasensorielle. L'astrologie n'est pas une pseudo-science, c'est une vraie science. L'astropsychologie ou astrologie divine consiste à utiliser ce qu'on appelle le troisième œil. Il faut des années pour en arriver là. Ce n'est pas simple, mais c'est ainsi que j'ai accédé au secret du code cosmique. Grâce au secret de l'astrologie divine, Louis commence à faire d'étonnantes prédictions. On me surnomme le nouveau Nostradamus, le Nostradamus des temps modernes. On m'a même appelé CNN avant CNN. Louis commence à faire ses propres prédictions, souvent dans les moindres détails. Mais peu de gens s'intéressent à ces prophéties, jusqu'au 15 juin 2005. J'étais à l'émission Coast to Coast, une émission de radio très populaire aux États-Unis. J'y ai prédit qu'une force naturelle dévastatrice provoquerait un ouragan qui frapperait des milliers et des milliers de personnes. Louis Toury annonce en ondes que la prochaine catastrophe naturelle aura lieu le 29 août 2005. Mais personne ne le prend au sérieux. L'ouragan Katrina dévaste la Nouvelle-Orléans, causant la mort de plus de 1800 personnes et des dommages évalués à quelque 81 milliards de dollars. La catastrophe survient le 29 août 2005, exactement comme Louis l'avait prédit. J'étais réellement bouleversé. Je me disais que tous ces gens auraient pu prendre des mesures pour échapper à l'ouragan. J'aurais pu les sauver du désastre s'ils avaient perçu les signes. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg.
Louis prédit d'autres événements, dont les attentats du 11 septembre et l'accident de la navette Columbia, et ce, avec une précision déconcertante. Les gens ont commencé à me prendre plus au sérieux. On ne peut pas ignorer la valeur spirituelle des astres. On a développé une foule de technologies de pointe comme le GPS, on est allé sur la Lune, on a inventé Internet. Sur le plan matériel, l'humanité est là, mais sur le plan spirituel, elle a 2000 ans de retard. La clé de notre avenir est-elle dans les astres? Louis Toury peut-il réellement prédire l'avenir? Ou y a-t-il une autre explication? L'historien amateur Don DePeller a une théorie radicale pour expliquer les prédictions de Louis Toury. L'astrologie peut nous aider à comprendre l'avenir, j'en conviens. Mais M. Toury n'est pas la réincarnation de Nostradamus. Comment alors ces prédictions peuvent-elles se révéler justes? Je crois qu'il participe à ce qu'on appelle des opérations grises, c'est-à-dire les programmes qui se cachent derrière les opérations noires. Les opérations noires concernent les secrets nucléaires, les armes atomiques et la sécurité nationale, tandis que les opérations grises portent sur la préparation aux catastrophes naturelles. Selon Don DePeller, Louis Toury voit l'avenir à travers ses propres yeux. Mais comment au juste? Je crois qu'il a accès à une technologie extraterrestre qui lui permet de voir dans le futur. Don DePeller est persuadé que Louis a participé à un projet top secret. L'appareil était à l'origine conservé dans un hangar de démontage des vaisseaux extraterrestres de la zone 51 au Nevada. C'est une espèce de télescope de 20 mètres de long et 3,5 mètres de diamètre dans lequel on peut injecter différents gaz. À l'autre extrémité, il y a un canon à rail et une plaque de verre de 30 cm d'épaisseur, à travers laquelle on tire avec le canon, créant un champ magnétique inversé, grâce auquel les techniciens peuvent voir dans le futur. Comment Louis Toury a-t-il eu accès à ce télescope? En faisant partie d'une puissante organisation gouvernementale secrète, les Majestic 12. Les Majestic 12 dirigent tous les projets de nature extraterrestre à l'insu du public. Ils se chargent notamment des opérations de couverture. Ce sont les mêmes qui dirigent le monde, les finances, les opérations militaires, la science, la médecine et les organismes de renseignement. Voilà une théorie controversée et lourde de conséquences. Est-ce possible? Don DePeller croit que même si les prédictions de Louis Toury ont été effectuées dans le cadre d'un obscur projet top secret, ses intentions n'en sont pas moins louables. Le gouvernement a tout intérêt à ce que le public n'en sache pas trop sur ces opérations top secrètes. Ce sont des renseignements auxquels les médias n'auront jamais accès. En ce sens, les intentions de Louis Toury sont très louables, car il essaie d'aider les gens à comprendre et à se préparer en prévision de cataclysmes susceptibles de survenir. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'inexplicable, la pauvre CIA est pointée du doigt. Mais pas cette fois, les Majestic 12. Qui sont-ils au juste? En quoi sont-ils majestueux? Et plus important encore, paient-ils leurs impôts comme tout le monde? Je déteste les opérations de couverture. Ce télescope extraterrestre existe-t-il? Peut-on construire une machine capable de voir dans le futur? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle? Tout le monde peut prédire l'avenir. Encore faut-il le faire correctement. Un homme se dit capable de prédire l'avenir. Les prophéties existent-elles? Robert Hanson est professeur d'économie à l'université George Mason. Il croit savoir exactement comment Louis Toury s'y prend. Tout le monde peut prédire l'avenir. Encore faut-il le faire correctement. Je crois que M. Toury tire simplement avantage de la situation. Selon lui, les soi-disant prédictions de Louis Toury n'ont rien de cosmique. Elles sont plutôt le résultat de ce qu'on appelle un biais de sélection. Il y a biais de sélection lorsqu'on choisit de ne montrer qu'un sous-ensemble sans tenir compte de la situation dans son ensemble. Ainsi, je pourrais vanter mes qualités d'athlète en parlant de la fois où j'ai fait un panier à 15 mètres, sans mentionner les 50 fois où j'ai essayé mais raté le panier. Le biais de sélection ne tient pas compte de l'ensemble des faits. Robin croit que la méthode de Louis Toury lui garantit presque à coup sûr que ses prédictions se réaliseront. C'est facile de dire qu'il avait prédit la tragédie de Columbia le 1er février 2003 une fois que c'est arrivé. Ce n'est pas très convaincant.
Il ne fait que tirer avantage des prédictions qui se sont avérées justes. N'importe qui peut projeter une impression de réussite quand il ne fait pas état de ses échecs. Si Louis Toury peut le faire, pourquoi pas nous? On vit à une époque où la révolution informatique nous permet de recueillir une multitude de données et de faire des prévisions grâce à des programmes ultra sophistiqués. Les étonnantes prévisions de Louis Toury ne sont-elles que le fruit de savants calculs? Pour prouver le contraire, il a accepté de se prêter au jeu. On m'a demandé, il y a environ une semaine, de mettre sur papier quelques prédictions. Je vais maintenant vous les lire et vous indiquer comment elles se sont réalisées. La première concernait un séisme de plus de 6 sur l'échelle de Richter. 2 séismes ont eu lieu. Un de 6,3 et un de 6,2. J'avais parlé d'une tornade. On annonçait aujourd'hui une tornade meurtrière aux États-Unis. J'avais également prédit une actualité scientifique à propos du cosmos, et on a eu la plus grosse éruption solaire de tous les temps. Quatrièmement, j'avais prédit une explosion majeure au Moyen-Orient, et plus de 150 personnes sont mortes hier dans une explosion au Moyen-Orient. Sur 5 prédictions, 4 se sont réalisées. Vous n'avez qu'à vérifier. Ça s'est passé exactement comme je l'avais prédit la semaine dernière. Et c'est là toute la différence entre l'information divine et le produit de l'imagination. Louis Toury a-t-il percé le mystère d'un code cosmique lui permettant de prédire l'avenir? A-t-il eu accès à un télescope extraterrestre? Ou n'est-il qu'un habile statisticien? Bizarre ou quoi? Voilà 3 étonnantes histoires de prédiction. Un homme prédit un horrible écrasement d'avion à Chicago. Les rêves prémonitoires existent-ils? Un enfant et son père échappent à une éruption volcanique. Peut-on inconsciemment sentir l'approche d'une catastrophe naturelle? Et un Nostradamus des temps modernes prédit l'ouragan Katrina, l'attentat du 11 septembre et l'accident de la navette Columbia. A-t-il eu accès à une technologie secrète permettant de voir l'avenir? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.